Bonjour, on va commencer. On attendait un petit peu les éventuels retardataires, ceux qui ont pu aller à la collection Lambert visiter l'exposition. Et sans plus tarder, je vais proposer aux intervenants de cette deuxième table ronde de prendre place sur scène. Une table ronde qui est consacrée donc à cette question résidence et mobilité dans le contexte européen. Donc ce matin, on a, lors de la première table ronde, pu poser, je pense, un certain nombre de jalons, à la fois sur la complexité et l'incroyable diversité des formes de résidence, de la façon dont elles peuvent être, j'allais dire, presque utilisées, ou en tout cas un outil de politique culturelle, un outil aussi pour les artistes, puisqu'on a eu ces trois témoignages très importants d'artistes étant passés par la Casa Velasquez, la Villa Médicis et la Villa Kujuyama. Et donc là, on va essayer, lors de cet après-midi, avec deux échelles différentes, l'échelle européenne dans l'heure et demie qui vient, puis l'échelle régionale, de voir comment se décline en quelque sorte cette politique publique et comment elle permet peut-être de dessiner aussi des nouvelles formes de mobilité. Encore une fois, je ne vous apprends rien, dans un contexte sanitaire compliqué, mais plus largement, si tant est que cette situation en sorte un jour, ce que j'espère bientôt, le contexte aussi de la crise climatique qui oblige aussi de toute façon à repenser les mobilités. Alors, évidemment, la culture, il faut le rappeler, n'est pas une compétence de l'Union européenne et on peut même dire qu'elle y tient une forme de part un peu congrue. Hein. On le voit dans le plan de relance européen tel qu'il se présente, il n'y a pas vraiment de priorité à la culture. Toutefois, il y a toujours eu cette volonté de faciliter les mobilités, de trouver, par exemple, avec Erasmus, une mobilité des étudiants. Et il existe, sur ce modèle-là, des mécanismes de mobilité des artistes. Et bien entendu, dans ces formes de mobilité, la résidence prend une part importante. C'est un outil essentiel. Et donc, c'est un peu pour essayer de comprendre les spécificités, et puis de voir comment tout ça se met en place, que nous allons discuter maintenant avec nos invités. Alors, nos différents intervenants, alors qui sont soit représentants du relais Culture Europe, voilà, pardon, merci, Pascal Brunet, Marie Le Sourd qui est là et qui est la secrétaire générale de On the Move, qui est un opérateur qui permet justement d'orienter les artistes sur les différentes propositions de résidence. Paul Demella, qui est le directeur du département business de Manifesta, donc la biennale qui se déroule en ce moment, Manifesta 13, qui se déroule en ce moment à Marseille, mais qui a essaimé dans la région assez loin, et qui connaît bien cette manifestation pour y travailler depuis un certain nombre d'années et avoir participé aux éditions de Saint-Pétersbourg, Zurich, Palerme et bientôt Pristina, je crois. Voilà. Et enfin, Fanny Roland, qui est responsable du pôle résidence de l'Institut français, opérateur culturel du ministère des Affaires étrangères. Alors, je vais vous poser un peu la même question aux uns et aux autres que celle que j'ai posée ce matin, parce que puisque je me suis heurté à un problème de définition, je me suis dit que l'une des meilleures choses, c'était peut-être de voir un petit peu comment chacun et chacune définit ce que représente cet outil de la résidence, à la fois dans sa pratique et voilà, dans sa conception d'une politique culturelle. Quelle idée vous défendez, Fanny Roland, puisque vous représentez ici l'Institut français. Quelle est l'idée de la résidence qui est défendue et les enjeux finalement pour cette forme de mobilité et de soutien aux artistes? Bonjour à tous, donc Fanny Roland, je suis responsable du pôle résidence à l'Institut français. Je pense que quand on parle de résidence, moi j'aurais envie de parler d'échange culturel avant tout, et c'est une des missions principales de l'Institut français. C'est celle du dialogue des cultures, et je crois vraiment que la résidence est un outil qui permet ce dialogue des cultures. Alors c'est un outil important que l'Institut français essaye de déployer un maximum.
et qui répond à plusieurs objectifs. D'abord, celui de soutenir le parcours des artistes et à travers différents programmes de résidence. Eric Soulier a mentionné ce matin le programme des résidences sur mesure plus, qui est en ce moment en cours, qui est un appel à candidature pour les artistes dans le secteur des arts visuels, les artistes individuels et les collectifs qui souhaitent développer un projet de résidence à l'étranger. Et quand on soutient le parcours des artistes à travers ces résidences, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se dessinent. Il y a l'idée pour les artistes de pouvoir enrichir leur travail, bien sûr. Je dirais que c'est la raison numéro 1 des résidences, pouvoir se confronter à un autre contexte, et enrichir sa pratique. Une deuxième chose, je dirais, c'est accéder à des nouveaux publics aussi. On a discuté ce matin cette question des publics aussi. Et c'est vrai que quand on part à l'étranger en résidence, on se confronte aussi, on a la possibilité de se confronter à d'autres publics. Et puis je parlerai enfin des réseaux professionnels, puisque c'est vrai que je pense aussi qu'un des atouts, des avantages, un des objectifs quand on part en résidence comme ça dans un autre pays, c'est aussi la possibilité de rencontrer d'autres professionnels, d'autres artistes. On parlait de promotion ce matin, promotion d'artistes. Voilà, c'est aussi, ça permet aussi toute cette rencontre. Donc nous, à l'Institut français, on a cet objectif-là de soutenir le parcours des artistes à travers les résidences. On soutient aussi notre réseau, le réseau des Alliances françaises, des instituts français, des services culturels des ambassades de France à l'étranger, à travers un dispositif qui s'appelle la Fabrique des résidences. Et il y a peut-être qu'on y reviendra, mais il y a un réseau de villas qui s'est créé comme ça un petit peu de façon informelle. Et je pourrais mentionner par exemple la Villa San Francisco aux États-Unis qui vient d'être lancée aux États-Unis, mais il y en a d'autres au Sénégal, au Vietnam. Donc on a aussi cette mission-là d'accompagner notre réseau à développer des projets de résidence. Et puis une dernière mission qui est celle d'être un pôle ressources aussi. J'espère qu'on arrive à remplir ce rôle-là pour les artistes et les professionnels, centraliser un peu la question des résidences à l'international et voilà, regrouper toute cette information et cette expertise, qui est une expertise aussi sur la mobilité européenne, mais peut-être qu'on en reparlera peut-être un petit peu après, parce que c'est quand même ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est cette question de l'Europe. Et ce projet qui a été annoncé ce matin, qui est le projet e-Portunus, pour de favoriser et encourager la mobilité des professionnels et des artistes en Europe. On va y revenir bien sûr, mais un mot encore, Fanny Rolland, sur ce que ça représente finalement, parce que là vous nous avez donné les grands principes qui guident finalement l'Institut français dans cet accompagnement des résidences d'artistes, dans la mobilité qui est celle des artistes, mais qui est aussi, et ça c'est important parce que ça va être abordé à plusieurs reprises là lors de cette conversation, des professionnels de la culture, c'est-à-dire que voilà, c'est aussi cela qui est en jeu. Qu'est-ce que ça représente concrètement pour l'Institut français? Vous dites, on a monté un réseau de villas informel, mais en termes d'accompagnement, de budget, de nombre de résidences par an, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, nous donner quelques données? Oui. Nous, Institut français à Paris, on soutient environ 120 artistes français et étrangers parce qu'on travaille vraiment, on parlait à midi là, avec certains artistes de cette notion d'échange aussi par laquelle j'ai commencé en introduction. C'est vrai qu'en fait, il y a la notion de réciprocité, elle est aussi très importante dans la question des résidences. C'est aussi, on va quelque part, on s'inspire, mais aussi on donne des choses, donc il y a vraiment la notion d'échange qui est importante. Donc nous, on soutient 120 artistes par an, français et étrangers. Donc dans les deux sens, on a un grand programme d'accueil d'artistes étrangers en France à travers un partenariat avec la Cité internationale des arts. Donc ça c'est le chiffre pour l'Institut français. Après, dans les autres villas, il y a beaucoup de formats très différents. Mais par exemple, je peux citer la Villa Saigon au Vietnam, ça représente une vingtaine d'artistes. La Villa Saint-Louis-Ndar au Sénégal, on est dans ces ordres de grandeur-là. Donc ça fait autant finalement de possibilités de résidence pour les artistes à l'étranger. Alors, Marie Le Sourd, vous, donc je le disais, vous êtes ici en tant que secrétaire générale de On the Move, qui est un réseau d'information sur les mobilités culturelles. Voilà, j'ai retrouvé l'expression exacte, et qui travaille donc à la fois au niveau européen et international
plus généralement. Vous êtes plutôt à l'interface, on va dire, vous êtes fait une sorte de relais des opportunités, vous accompagnez aussi celles et ceux qui veulent partir en résidence. Donc j'imagine que vous avez une vision très 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 large de de toutes ces formes que peuvent prendre les résidences. Comment est-ce que vous voyez l'évolution, le recours qui semble de plus en plus important à cet outil de politique culturelle? Est-ce que vous avez vu les choses évoluer et qu'est-ce qui fait une bonne résidence pour vous? Alors, je pense que... Merci beaucoup pour cette question. Alors, pour aussi bien, recadrer aussi ce que fait On the Move, pour bien comprendre l'endroit où on est par rapport à cette question de résidence. Donc, On the Move, c'est un réseau d'information sur la mobilité culturelle. Donc, notre mission principale est de relayer des informations et des opportunités de mobilité pour les artistes et les professionnels de la culture. Les résidences font partie des types d'appels dont on peut se faire le relais sur notre site internet, tout comme on peut aussi relayer des appels pour des opportunités de tournée, de collaboration, aussi de formation aussi, par exemple, pour des chargés de production. Ce matin, il y avait aussi une idée qui était donnée, par exemple, d'échange de bonnes pratiques entre des professionnels travaillant dans des résidences. Bon, ça peut aussi arriver de façon beaucoup plus ponctuelle, mais ça peut arriver. Donc voilà, on ne finance pas directement la mobilité, mais on relaie plus de 3000 appels, soit des appels qu'on appelle un peu one-off, c'est-à-dire des appels qui vont avoir lieu que cette année, parce qu'il y a un événement particulier, par exemple une capitale européenne de la culture ou un événement particulier où il y a une opportunité de mobilité, soit ce qu'on appelle des dispositifs réguliers de la mobilité, comme par exemple les dispositifs de l'Institut français. Alors, par rapport à votre question sur la question des types de résidences, en fait, je dirais j'ai une réponse très technique et j'ai une réponse peut-être un petit peu plus de réflexion. La réponse très technique, c'est qu'en fait, sur le site d'On the Move, on ne relaie que des opportunités de mobilité où les frais de voyage sont au moins partiellement financés. Donc pour les résidences, on aimerait beaucoup financer, mais on ne fait que relayer. On ne va relayer que des opportunités de résidence ou les frais de voyage quand les artistes, quand les professionnels de la culture, parce que ça peut être aussi des résidences pour des curateurs ou d'autres professions, des critiques d'art par exemple. Et dans ces cas-là, on ne relaie que les opportunités où les frais de voyage sont financés. En ce moment, avec la crise sanitaire, on a évidemment actualisé notre politique éditoriale. Donc c'est aussi pour des résidences ou des opportunités de mobilité qui peuvent être aussi en ligne. Et dans ces cas-là, on reste sur le même principe aussi de financement, de rémunération des artistes et de professionnels de la culture. Donc on ne va pas relayer toutes les résidences. Par contre, on a une grande diversité de résidences. Ça peut autant aller de formats type ceux de l'Institut français, mais ça peut être aussi des résidences qui ont lieu dans le cadre de programmes ou de projets européens. Donc ça peut concerner par exemple une résidence. Là, il y a une résidence en ce moment qui fait partie d'un projet européen qui s'appelle ENOA sur la question de l'opéra. Et donc, il y a un appel à résidence pour soutenir des jeunes artistes qui évoluent dans le secteur de l'opéra pour un temps de résidence. Donc voilà un petit peu. Et sur la question de réflexion, et je finirai là, notre idée aussi, c'est que, et c'était dans enfin tout est lié, donc ça sera lié à la prochaine étape de la discussion, mais c'était aussi une proposition de définition de la mobilité en général et éventuellement qui peut s'appliquer évidemment au concept de la résidence. C'est aussi de dire que évidemment de façon très technique, la mobilité permet à un artiste ou une artiste ou un professionnel de la culture, une professionnelle de la culture d'avoir une expérience sur un temps donné dans un autre pays ou de façon maintenant aussi virtuelle. Mais au-delà de cette définition extrêmement technique, la mobilité aussi est pour nous conçue comme un processus aussi conscientisé. Et donc, tant les personnes, les organisateurs ou les financeurs qui la soutiennent que ceux qui la pratiquent, ceux et celles qui la pratiquent, évidemment, cette mobilité, elle est aussi en lien avec, je dirais, une dimension économique, politique, éthique, environnementale, qui anime aussi et qui nourrit cette mobilité ou ces formats de résidence. Merci. Alors, on va continuer ce premier tour de table avec vous, Pascal Brunet. Je rappelle que vous êtes le directeur du relais
de Relais Culture Europe qui infirme un petit peu ce que je disais en introduction, c'est-à-dire le sentiment qu'on peut avoir qu'il n'y a pas vraiment de politique culturelle européenne, en tout cas qu'il n'y a pas de relais au niveau européen des politiques culturelles, que ça se passe de niveau assez national. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous présenter, vous, avant d'en venir dans une prochaine partie, parce que vous avez un projet très intéressant sur les nouveaux Bauhaus, mais de revenir sur ces relais culturels Culture Europe, pardon, qu'est-ce que c'est comme outil, qu'est-ce qu'ils font et quelle place tiennent les résidences dans cette action que vous menez? Alors, le relais n'est ni le porte-parole de la Commission européenne, ni en charge de l'exégèse de la Commission européenne. On est là pour accompagner les acteurs culturels, qu'ils soient artistes ou organisateurs, quelle que soit leur structuration, à se saisir, plus que des programmes européens, à se saisir d'une dimension européenne dans leur projet. Donc, ça veut dire pouvoir, entre autres, utiliser les outils européens qui sont les programmes. Donc vous avez un certain nombre de programmes. Alors c'est sûr que ça ne dessine pas une politique culturelle au sens où nous l'entendons dans notre pays, mais ça ne dessine pas pour autant une absence d'objectifs culturels, dont on reviendra tout à l'heure, peut-être plus précisément. Et alors c'est très difficile de chiffrer l'engagement de l'Union européenne dans le soutien au secteur culturel, puisque ça se passe par certains programmes où on arrive à flécher à peu près bien. Donc ça c'est facile parce que comme ça permet de dire que l'Union européenne est vraiment très très mauvaise et s'occupe pas du tout des artistes et donne que 0,00, voilà. Ou on regarde à peu près l'ensemble de ce qui est dirigé vers le secteur culturel et qui est à peu près par programmation, c'est-à-dire période de travail de l'Union européenne, qui travaille sur des périodes pluriannuelles, dont la crise et l'année de fin de cette programmation, donc le début de réponse de crise sera sur la prochaine période de programmation, est à peu près de 5 à 6 milliards d'euros. Dans ces dispositifs, je crois ce qui est au cœur, en tout cas de la prochaine programmation, c'est peut-être d'arrêter de financer ce qui a été fait dans celle-ci. Et dans celle-ci, il a été financé beaucoup de résidences et beaucoup de mobilité d'une certaine façon, certains types de résidences et certains types de mobilité qui sont aujourd'hui à re-questionner profondément. Par exemple ? Profondément, parce que le secteur va être en crise de façon très longue. Nous avons là actuellement affaire aux crises sanitaires qui déclenchent des crises économiques dont la longueur est assez difficile à estimer, mais bon, on peut se dire que quand même on est devant quelques années d'une crise du secteur culturel qui nous amène à re-questionner conditions de fabrication de l'art, conditions de circulation de l'art, conditions d'accès à l'art. Ça, c'est à peu près au cœur, à un moment où les transformations de l'Union européenne, elles ont d'autres objectifs qui sont à la fois de prendre un ordre mondial un peu chamboulé. C'est peut-être le moment de réaffirmer quelque chose comme une entité européenne et une entité qui a peut-être sa propre version d'une politique culturelle. C'est aussi renforcer les mobilités intra-européennes. C'est aussi tenir compte d'objectifs majeurs comme le Green Deal, qui n'est pas... peut-être ça, c'est clairement fléché, en tout cas dans le budget du plan de relance. C'est plus de 40% du budget du plan de relance. C'est-à-dire de changer vraiment de type d'économie. Donc c'est tout ça qui est au cœur de la réflexion. Alors, bon, de fait, en France, il y a à peu près 300, 400, on va dire plutôt 400 structures. Je parle de structures culturelles hors médias, parce qu'il y a un système qui finance également des films, qui est un peu plus... Mais on a à peu près 400 structures qui sont financées par l'Union européenne, de manière ou d'une autre, et qui ont pour, une bonne partie des projets, ce couple classique résidence-mobilité, c'est ce couple qu'il faut savoir réinterroger. C'est un peu peut-être là-dessus qu'on s'arrêtera après. Mais c'est le cœur aujourd'hui du financement par ces projets. Merci. Et je finis donc avec vous, Paul Domela. Donc vous êtes le directeur du département business de Manifesta, donc qui est une biennale. Et si je termine avec vous, c'est aussi parce que tout à l'heure vous m'expliquez que ce qui était intéressant avec Manifesta, qui donc s'installe dans des villes européennes tous les 2 ans différentes. Alors l'Europe au sens large, parce qu'il y a eu Saint-Pétersbourg, et qu'en même temps vous étiez d'abord vous-même résident. Enfin, l'équipe de Manifesta se déplace dans les villes
concernés. Il réside pendant deux années, puis il reste les 2 années de la biennale. Donc il y a une forme de mobilité, d'installation, de résidence qui est au cœur même du projet. Donc peut-être un mot sur Manifesta, sur l'idée derrière cette biennale et sur cette importance donc, que prend nécessairement la mobilité, l'installation, la résidence au sens presque premier du terme pour vous. Oui, merci Raphaël. La première chose que j'ai pensé de résidence, c'est l'idée de hospitalité. Et on joue beaucoup avec les mots d'hospitalité. On parle des villes d'hôtes. Alors, Marseille est une ville d'hôtes. Et nous sommes des invités. Notre tour, c'est d'inviter des artistes, bien sûr. Mais l'histoire de Manifesta, de découvrir qu'est-ce que c'est l'Europe après la chute du mur de Berlin. En fait, vous avez mentionné Saint-Pétersbourg. Nous considérons Saint-Pétersbourg, c'est aussi Europe. L'Europe pour nous, c'est pas l'EU, c'est quelque chose qui est moins défini. Et certainement, en russe, en Saint-Pétersbourg, on est moitié Europe, moitié asiatique, et c'est très intéressant pour nous, pour découvrir. Oui, mais les choses qui voyagent avec nous, c'est notre connaissance. L'échange de connaissances est très importante. Pour ça, nous avons une équipe permanente. Alors, c'est moi avec 5 autres. Et comme vous avez dit, nous déménageons tous les 2 ans dans une autre ville. Alors, ça, pour moi, ça pose des questions. C'est possible, une résidence institutionnelle, quelque chose d'autre. Peut-être Manifesta, c'est unique, mais peut-être il y a des autres exemples. Pour sauter à la prochaine édition à Pristina, maintenant nous avons choisi 5 coordinateurs locaux à Kosovo. Et pour les Kosovars, c'est très très difficile de voyager à Europe. Il n'y a pas de visa normalement. Et pour ça, ils sont très intéressés d'accueillir Manifesta. Mais avec l'aide de l'ambassade de France, alors merci, on est maintenant en train de... Il va venir à Marseille pour 1 mois, cet coordinateur, pour apprendre comment ça marche, comment ça déroule ici. Alors ça, c'est pour la dimension internationale, institutionnelle. Les résidences d'artistes, Manifesta, bien sûr, c'est une manifestation, c'est un événement. Alors toutes les résidences sont définies dans le contexte d'une commande. Et les commandes, c'est très contextualisé. Parce que Manifesta veut être dans le tissu d'une ville. Alors, il y a plein de recherches, il y a une étude urbaine qui passe très tôt dans le projet. Et il y a un processus éducatif qui est très lié avec des communautés différentes. On essaie de faire des liens avec des institutions. Alors quand un artiste est invité, c'est dans ce contexte. C'est forcément un contexte différent que, dans mon perspective, les villas. Il y a un espace plutôt pour la réflexion. Et ici, il y a vraiment un contexte pour une production. Et alors, la résidence pour nous, ce n'est pas un programme, c'est un outil pour arriver à réaliser le désir d'un artiste. Et il y a beaucoup d'exemples, on peut rencontrer peut-être Marseille, vous pouvez voir, mais un exemple de Saint-Pétersbourg, il y a un artiste, Eric von Lieshout, qui prenait 8 mois de travailler et de vivre ensemble avec les chats dans le musée d'Ermitage. Il y a des chats dans le sous-sol contre les rats.
Et les chats sont descendants du chat de Katharina II. Et alors, il a travaillé avec les chats et les dames qui sont dans le souterrain pour 8 mois. Et a fait un travail qui s'appelle Pussy Riot. Alors, ça c'est un super bien réussi exemple. Elle ne parle pas russe, mais dans ce processus, elle a rapproché avec les gens. Et ça peut arriver. Alors, mais c'était son désir de faire ça. Alors on va continuer. Non, oui, on va continuer à pouvoir illustrer comme ça la conversation. Mais ça, ce que vous avez dit les uns et les autres m'amène à une première question un peu transversale, qui est, puisqu'on parle de l'espace européen, parlons-en au sens large, hein, pas seulement celui de l'Union européenne, en regard avec les questions de la résidence, c'est celle des formes d'inégalité géographique, parce que j'imagine que il y a quelques pays où qui monopolisent en quelque sorte, qui concentrent un maximum de demandes, et que parallèlement, il y a probablement aussi plus de difficultés. Bon là, le cas du Kosovo est évidemment particulier, mais parfois des difficultés, qu'elles soient économiques ou autres, à faire venir circuler des artistes. Et donc, ma première question, elle concerne cette inégalité territoriale, cette inégalité géographique. Comment est-ce que c'est pris en compte selon vous, et comment est-ce que ça peut dessiner, enfin, qu'est-ce qui se dessine finalement quand on regarde ça? Est-ce qu'il y a des moyens peut-être de pallier à ces inégalités? Je me tourne vers vous, Fanny Roland, puisque vous êtes... Oui, alors peut-être que je peux parler de ce projet Hyportunus. C'était une perche que je vous tendais. Oui, bien sûr. Vous avez su la saisir, je vous félicite. Donc c'est un projet qu'on a testé en 2019, et ce projet qui était financé par la Commission européenne est mis en œuvre par un consortium de partenaires, dont l'Institut français, le Goethe Institut, un partenaire ukrainien qui est un lieu de résidence qui s'appelle Isolatia, et puis un partenaire lituanien, la Nidart Colonie. Donc 4 partenaires pour mettre en œuvre la mobilité d'artistes au sein de 41 pays, puisque la Commission européenne, à travers son programme Europe créative, s'adresse à 41 pays, donc c'est une Europe élargie, qui ne comprend pas la Russie, mais qui comprend l'Ukraine, qui comprend les Balkans, qui comprend l'Islande, qui comprend la Tunisie, voilà, entre autres. Et donc c'est vrai que quand on travaille sur un projet qui concerne autant de pays, la question de l'équilibre géographique, elle se pose. Et là, je m'appuierai sur l'étude qui a été réalisée par On the Move, puisqu'on a travaillé en partenariat avec Marie Le Sourd sur la première partie du projet, avec une analyse assez approfondie des dispositifs de mobilité qui existaient déjà. Et c'est vrai qu'on se rend très vite compte que 50% des offres, des opportunités de mobilité, en fait, elles viennent de 5 à 8 pays, en fonction des disciplines. Donc l'offre, déjà, elle est vraiment très regroupée. Et après, quand on observe... Et donc ces pays, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, j'imagine. C'est ça, voilà, la Grande-Bretagne, exactement, ouais. Et quand on regarde après l'origine des candidatures qu'on a reçues, là aussi, on observe une grande inégalité. En fait, c'est beaucoup ce qu'on peut appeler l'Europe occidentale, finalement, qui candidate. Et c'est aussi, en termes de destination, c'est aussi ces pays-là qui sont demandés. Donc, on reste dans quelque chose, finalement, voilà, assez déséquilibré. Et donc, on a essayé, à travers ce projet Hyportunus, je ne veux pas dire de corriger, mais en tout cas, on a essayé d'avoir un effet de solidarité pour essayer de faire en sorte que vraiment tous les pays et tous les artistes de tous ces pays soient concernés. Donc, comment on fait ça? Parce que c'est un peu la question aussi. Je crois que ça passe par plusieurs outils. Ça passe par la question de l'information et de la formation. Et quand on parle de l'information, c'est aussi la question des langues. Alors bien sûr, quand on parle de mobilité à cette échelle-là, la langue commune, c'est souvent l'anglais. Il faut quand même pouvoir communiquer dans la langue du pays dans laquelle on va, et souvent c'est pas le cas, donc c'est l'anglais qui voilà. Mais néanmoins, si on arrive à communiquer sur l'existence d'un tel projet dans différentes langues, c'est un plus. Il y a la question de la formation aussi, parce que souvent on se rend compte que les artistes ou les professionnels finalement s'interdisent un peu de postuler à des projets parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on ne sait pas forcément comment faire. Donc la formation, ça peut être aussi voilà, un outil.
Et puis après, il y a des encouragements qu'on peut faire. Quand on met en place un tel outil de mobilité, on peut avoir un système de bonus, par exemple, ou sans avoir un système de bonus, en tout cas avoir un système une attention particulière, on va dire, qui s'adresse à des candidatures de pays qui n'ont pas accès à ces possibilités de mobilité. Voilà, donc juste pour terminer, dans la deuxième, parce qu'il va y avoir une deuxième version, donc c'était un projet pilote, un projet test en 2019 qui a permis de soutenir 350 artistes et professionnels de la culture. Ce projet pilote, il est renouvelé en 2020, donc ça va être 2020 qui a glissé sur 2021 à cause des raisons qu'on connaît. Il est renouvelé, et donc à partir de décembre de cette année, on va lancer des appels à candidature dans différents secteurs culturels pour continuer à soutenir cette mobilité qui concerne à la fois les professionnels, peut-être qu'on reviendra sur cette question de professionnels, qui concerne les professionnels et les artistes. Alors, Marie Le Sourd, peut-être voulait ajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit, à l'instant par Fanny Rolland, puisque vous avez, ça a été dit, accompagné ce projet Hyportunus. Pas facile à dire. Comment est-ce que vous, cette question des inégalités, vous à la fois peut-être vous la constatez, vous l'accompagnez, qu'est-ce qu'on peut faire selon vous pour remédier à cet état de fait? Je pense que Fanny a répondu en partie à la question, notamment sur cette question. Nous, notre mission première, c'est aussi cette question de l'information. Alors parfois, pour certains, c'est un peu, l'appel est là. Et en fait, on a bien vu avec l'expérience d'Hyportunus que ça ne suffit pas. Il faut aussi... il y a des questions de langue, il y a des questions de montée aussi en compétences du secteur. Et là, c'est sur quoi je voulais revenir peut-être sur 2 points aussi, sur ces questions d'inégalité entre pays. Ce qui est aussi flagrant, c'est que sur les dispositifs qui avaient été déjà identifiés l'année dernière, en 2019, avant la crise sanitaire, et puis après, avant toutes les crises aussi multiples qui peuvent toucher différents pays en Europe et à l'international, c'est qu'on voyait aussi qu'on était aussi sur des aides à la mobilité où finalement les artistes et les professionnels de la culture devaient rentrer dans un certain cadre pour faire en sorte que leur mobilité soit financée. Leur mobilité, je suis en train de jongler avec le masque, que leur mobilité soit financée. Donc on avait fait la différence entre les mobilités aussi qui sont à la demande, et les mobilités qui sont plus offertes par des organisations, mais finalement il faut rentrer dans un cadre qui parfois dénature beaucoup la nature, je dirais, de la mobilité. Donc ça, c'est un point quand même qui a son importance et qui aussi est important dans le contexte de la mise en œuvre d'Hyportunus. Parce que là, finalement, c'est répondre à une demande pour que les artistes et les professionnels de la culture mettent en place leur propre projet. Là, ce qui est vraiment inquiétant aussi avec cette crise, c'est évidemment l'exacerbation de ces inégalités. Par exemple, un focus plus important qui va être forcément porté à des priorités plus nationales. Donc on voit aussi que le côté international, déjà peu financé, risque d'être encore moins financé. Il y a aussi le fait que dans ce qu'on sent aussi aujourd'hui, c'est un risque aussi de polarisation des réponses. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de... Vous n'êtes pas sans savoir, je suppose que dans cette salle, il y a aussi des gens qui ont répondu à des questionnaires qui visent à étudier l'impact qu'a la crise sur votre activité, que vous soyez artiste, directeur ou directrice de lieu, ou chargé de production, ou que sais-je. Et souvent, dans les rapports de certaines organisations, surtout, là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'Europe et l'international, ce qu'on voit aussi, c'est un peu ces directions qui vont, par exemple, je schématise un petit peu, vers le tout numérique, par exemple, où vraiment cet investissement massif sur le numérique, qui, là encore, ne correspond pas forcément aux besoins, qui ne correspond pas forcément au contexte qu'on veut éventuellement toucher aussi. On a la même question, je pense que ça reviendra dans la discussion, sur la question de la prise en compte des critères environnementaux aussi pour financer ou soutenir la mobilité.
Donc là, sous un objectif très louable aussi de biodiversité, je dirais, est-ce qu'on ne va pas aussi à l'encontre d'une certaine promotion de la diversité culturelle? Donc au-delà de ces inégalités qu'on voyait déjà criantes avant, voilà, on est aussi en phase d'inégalités qui vont être exacerbées et des solutions qui risquent d'exclure ceux qui sont déjà dans un état de grande vulnérabilité en Europe ou à l'international. Alors Pascal Brunet, vous disiez tout à l'heure qu'il y a la place et le besoin de repenser justement les formes de mobilité, peut-être en ayant recours plus au numérique. Comment est-ce que vous réagissez à ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous estimez que finalement on refait un peu des résidences comme on en a toujours fait et ça reste dans un modèle qui doit évoluer, ou est-ce que vous souscrivez à ce qui vient d'être Non, je crois que dans ce moment-là, il y a plusieurs objectifs qu'il faut que l'on ait. Je pense qu'au niveau de l'Union, c'est ce qu'on essaie d'avoir. D'une part, il faut réagir à ce moment-là. Ça, c'est une donne, et nous devons, dans ce moment-là, réagir compte tenu des inégalités européennes. Et puis, il faut, après cette réaction, continuer à faire de l'art, continuer à avoir de l'art, continuer à distribuer de l'art, ce qui est autre chose. Alors, dans la réaction aujourd'hui, il est clair que dans des pays où l'économie artistique a eu pour bonne part une économie grise, c'est compliqué. Puisque ce qui disparaît sans laisser de traces, c'est l'économie grise. Donc, dans les pays où on a une économie, où on a des filets sociaux, on va dire, là, ça se passe mal, mais pas trop mal. Mais dans les pays où une bonne part de l'économie artistique se repose sur une polyactivité pas toujours bien marquée, pas toujours déclarée, ben là vous êtes dans une catastrophe. Donc dans le moment là, le choix solidaire, il est de ne pas donner tout à fait les mêmes montants au même pays, c'est basique. Donc dans France Relance, 100 milliards d'euros, 40 milliards d'euros européens. Juste ne pas oublier que 100 milliards d'euros, c'est 60 millions d'euros empruntés par la France et 40 milliards d'euros européens. C'est à la France, appuyée sur les régions, de savoir ce qu'elle va faire de ces 100 milliards d'euros, 2 milliards d'euros pour le secteur culturel. Espagne, 210 milliards d'euros de soutien européen. Ça, c'est on peut lister les différents types d'aides. Le problème est que ça va être au niveau national, dans ce moment de réaction, de savoir s'ils veulent ou pas soutenir le secteur culturel. Alors l'Allemagne fait un énorme effort dans son secteur culturel, les pays du Nord généralement, et on voit bien aujourd'hui, pour différentes raisons qui ne sont pas qu'économiques, imaginons en Hongrie, le type de réponse par rapport au secteur culturel, c'est pas forcément sauver le secteur culturel, c'est peut-être pas sauver le secteur culturel pour pouvoir se débarrasser de quelques personnes incommodantes. On n'est pas forcément que dans de la réponse économique technique. On a aujourd'hui dans cette inégalité, beaucoup d'inégalités politiques. Donc c'est une donne qui se durcit. Confère les actualités polonaises du week-end. Donc dans ce moment, on réagit, et puis derrière, on va reconstruire. Par exemple, de mettre dans le plan de relance une conditionnalité qui peut paraître très très stratosphérique, de dire attention, quelque part, état de droit, liberté d'expression, c'est pas trop mal dans le plan de relance, c'est plutôt important, et aujourd'hui, on y tient. Donc c'est une manière de répondre à des risques majeurs d'inégalités qui sont des inégalités économiques, structurelles, même si le projet de l'Union européenne est de les réduire, et elle a plutôt bien réussi. C'est des inégalités croissantes au niveau des libertés d'expression, des libertés de circulation, de tout un ensemble de libertés fondamentales aujourd'hui. Ça, je pense que dans la mise en œuvre, et peut-être le choix de politique qu'on peut des fois un peu balayer comme ça un peu vite parce que allez, c'est facile, qu'est-ce que c'est que ces grandes idées, c'est ça qui est aujourd'hui à l'œuvre. Et par exemple, c'est de dire à la Hongrie, attention, 2-3 petites choses avant de bénéficier du plan de relance, c'est plutôt bon si dans ces 2-3 petites choses, il y a par exemple liberté d'expression. Alors juste pour avoir un peu une idée aussi concrète de type de projet que vous pouvez mener, vous m'avez envoyé juste avant cette rencontre la présentation d'un projet qui s'appelle le nouveau Bauhaus européen,
qui est une idée de rematérialisation finalement, c'est bien ça, hein, de rematérialiser un petit peu la présence des artistes. En quoi ce projet répond-il selon vous à cette évolution, cette nouvelle donne telle que vous la décrivez? C'est une chose qui a beaucoup surpris, puisque c'est le discours de la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, hein, qui lance ce que l'on n'attendait pas. C'est-à-dire, dans ce moment, on attend quoi? On attend un discours sur l'économie, on attend un discours sur les politiques sociales, on attend quand même quelques réponses par rapport à la Turquie, quoi. On attend tout un ensemble de réponses, mais on ne l'attendait pas sur la question culturelle. Et là, elle fait un discours en disant, attention, ce que nous avons besoin en Europe, ce dont nous avons besoin en Europe aujourd'hui, dans les transitions que nous avons à faire, c'est entre autres une transition qui demande des alliances nouvelles. Et des alliances nouvelles, donc de sa culture allemande, peut-être elle sort le Bauhaus comme exemple, mais d'une alliance nouvelle entre artistes, acteurs culturels, société, industrie. Alors ça donne ce discours qui est intéressant parce que je crois qu'il cherche à conceptualiser pour une fois une place d'une certaine vision de la politique culturelle de l'Union à certains rôles, et qui est de dire attention, approchons la culture comme étant l'endroit où on va accompagner la transformation que nous avons à faire ou accompagner les transformations que nous avons à faire. La principale, c'est le Green Deal. Alors on utilise beaucoup ce mot deal en ce moment, New Deal, etc., en oubliant, quand Roosevelt a lancé le New Deal, on dit il faudra un New Deal pour la culture. C'était un New Deal conditionné quand même. C'était un New Deal où on demandait aux artistes d'aller enquêter, d'aller faire pédagogie pendant cette sortie de crise. C'est pas très loin ce qu'elle nous dit. C'est de proposer peut-être un deal au secteur culturel, et là j'exagère un peu, je l'avoue, hein, mais c'est peut-être de proposer un deal au secteur culturel, de dire attention, dans la transition, il va falloir faire quelques propositions dans ces transformations. La première, je crois, c'est autour de cette question du Green Deal. On peut y revenir plus précisément pour ne pas être trop long. Mais... Alors, Paul Domela, puisqu'on parlait de la question des inégalités qui se retrouvent sur le territoire européen, et évidemment, je me demandais, selon vous, enfin plutôt si vous pouviez nous expliquer un peu comment ça se passe pour Manifesta, à quel point c'est différent tout simplement d'aller à Zurich, à Pristina, à Marseille ou Palerme. Enfin, j'imagine que c'est des situations où vous trouvez des tissus culturels très divers en arrivant, et dans ce moment de résidence qui est le vôtre, d'exploration, j'imagine, de l'espace culturel dans lequel vous vous trouvez, et ensuite dans le fait de faire venir des artistes sur place, comment est-ce que ça se joue finalement, cette question des inégalités? Est-ce que c'est plus facile tout simplement d'être à Zurich que d'être à Palerme, ou est-ce que ça se pose pas vraiment comme ça la question? Manifesta choisit sa ville sur la base d'une proposition. Ça, c'est le premier pas. Alors, il y a une compétition comme européenne culture, mais c'est plus informel, mais c'est la même chose. Mais alors, la première question toujours est de hospitalité des idées aussi, non? Quand on arrive, est-ce qu'on est accueilli pour faire bouger des choses, non? Les artistes que nous avons invités beaucoup, ils sont engagés dans des questions de société, sociale, et comme plutôt de pratiquants aujourd'hui, ils s'expriment, non? Alors, il faut avoir un contexte qui s'ouvre pour cela. Il y a des méthodes tout à fait différentes, les possibilités sont tout à fait différentes de Zurich. Vous parlez, Zurich est une ville extrêmement riche. Il y a un musée fantastique, il y a tous, sauf il n'y a pas de public. Et alors, il y a 300 personnes, 1000 personnes viennent à l'ouverture et après, rien. Alors, Manifesta aussi de toujours inviter pour faire quelque chose. Et à Zurich, la question est est-ce que tu peux faire un projet qui invite autres gens?
Et on réussit d'une certaine manière d'introduire de l'éducation, parfois des galeries soutenues par l'État, n'ont pas un département éducatif. Alors, il n'y a aucun effort de faire des lignes. À Palerme, la maire, nous avons évité de changer la ville d'une ville de mafia à une ville de culture. Et pouvez-vous trouver des moyens, des liens, des outils pour moi pour redonner à la citoyenne comme il peut prendre la future dans sa propre main. Alors, il y a cette question assez spécifique, non? Et la maire de Palerme est aussi assez fameux parce qu'il veut accueillir des migrants. Alors, une des choses qu'on pense toujours avant de choisir une ville, comment est la situation politique, non? Et alors, on a bien accueilli Palerme. Quand le jour de l'ouverture, le nouveau gouvernement était totalement droit, a fermé les ports pour les bateaux des migrants. Et le maire notre projet est tout basé sur la migration. Alors, cette idée de vouloir être ouverte pour autres idées, pour autres gens, pour tout ça, c'est, je pense, que super importante de réfléchir. Quand on pense de l'inégalité, non? Parce que ce n'est pas tout à fait seulement une question de moyens financiers, c'est aussi, il faut avoir une culture qui ouvre à bouger. Et peut-être l'exemple de Saint-Pétersbourg est le plus extrême, parce qu'il y a un régime totalitaire, ça c'est clair. Mais alors, on a aussi confronté des efforts de manifestations, il faut boycotter. Mais pour les réseaux de LGBTQ en Saint-Pétersbourg, par exemple, c'était énormément important que nous étions là. Et pour le directeur du musée en son Hermitage, et aussi il a dit que, ok, ici c'est le musée, tu peux faire ce que tu veux. Et alors c'était possible. Alors c'est toujours cette question de étendre mais c'est pas pas un espace libre, c'est un espace contesté. Et alors, il faut vraiment, comme institution, il faut se battre de temps en temps pour prendre cette place, pour les artistes, comme il peut s'exprimer autrement que d'habitude. Voilà. Alors, on va peut-être avancer un peu, parce que je vois que le temps tourne, et peut-être que cette fois-ci il y aura des questions du public, mais je ne vais pas prendre trop de risques, donc je vais laisser que 10 petites minutes à la fin. Fanny Rolland, ça a été dit à plusieurs reprises, notamment sur la question de l'environnement, enfin par Pascal Brunet, sur le Green New Deal, la question environnementale, la nécessité de repenser les mobilités. Comment est-ce que vous, à l'Institut français, vous voyez la question? C'est-à-dire que tout simplement, est-ce qu'il faut limiter, relocaliser, penser différemment les résidences en fonction justement de cet impératif environnemental? Alors c'est vrai que parfois il y a un peu contradiction à parler à la fois de mobilité et d'engagement environnemental. Voilà, et ça semble parfois compliqué de réconcilier les deux.
Et en relançant ce projet Hyportunus, c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange de relancer ce projet de mobilité entre 41 pays dans un moment de crise sanitaire. Voilà, on peut s'interroger, mais je crois qu'il y a derrière tout ça, il y a vraiment la volonté de dire on est dans un moment compliqué. Pascal Brunet parlait beaucoup de crise économique aussi, de situation économique compliquée pour les artistes. Donc quelque part, c'était un pari pour nous, pour la Commission européenne et les partenaires. On était d'accord pour dire, même dans cette situation, on continue à encourager la mobilité. Je réponds un peu à côté de la question environnementale, mais c'était important pour moi de dire ça, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange de lancer ce grand programme juste à un moment où on est tous en train de reconfiner. Il y a aussi la notion de repli sur laquelle je voulais insister, parce que ce programme Hyportunus, et on en a parlé un peu, on parle de liberté d'expression, d'hospitalité. Derrière ce programme Hyportunus, il y a aussi l'idée de lutter un petit peu contre le repli, voilà, en favorisant la mobilité des uns vers les autres, en favorisant la rencontre. Il y a cette idée aussi de dire, nous, on continue à ouvrir, voilà, on pense Europe large et on évite le repli qu'on peut connaître en ce moment. Après, sur la question vraiment environnementale, c'est vrai qu'on a pu observer lors du premier projet pilote, du premier test, on a observé que 63% des lauréats avaient choisi de prendre l'avion. Voilà, donc c'est quand même assez important. Donc on se questionne sur ce deuxième, au moment où on a répondu au deuxième projet pilote, on s'est dit comment est-ce qu'on peut essayer de corriger un petit peu ça. On n'a pas de solution miracle. Je crois qu'une des questions, une des solutions, c'est aussi en tant qu'artiste de se demander est-ce que cette mobilité-là, elle est vraiment essentielle? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller sur place? Est-ce que voilà. Et finalement, dans Hyportunus, c'est ça qui est évalué aussi. En fait, c'est le fait que est-ce que cette mobilité est essentielle ou pas? C'est ça qu'on va sélectionner finalement quand on sélectionne les projets. Et puis après, il y a des incitations aussi. Alors ça passe aussi par de l'information, ça passe par de la communication. On peut inciter aussi avec un système de bonus, de nouveau, des artistes qui choisissent de voyager en train, par exemple. Ça, c'est des pistes de réflexion. Il y a déjà des choses qui existent, il y a déjà des choses qui sont mises en place. Je crois qu'il y avait la limite des 700 km qui avait été évoquée comme piste très concrète. Voilà, en dessous de 700 km, on voyage en train, voilà. Ou d'aide complémentaire quand on fait des grandes distances en train, voilà, avoir un soutien un petit peu plus élevé, on va dire. Voilà, c'est des pistes de réflexion. Il y a aussi la possibilité, si on pense vraiment à l'échelle européenne, d'un fonds de compensation, puisque c'est une réflexion, voilà, le Green Deal, c'est une réflexion, mais c'est pas seulement Hyportunus, c'est vraiment tous les programmes de mobilité à l'échelle européenne, il y a Erasmus+, il y a tout un tas de programmes. Donc c'est aussi peut-être l'existence d'un fonds de compensation, mais qui soit voilà, vu voilà, de façon large, quoi, pas limité au seul programme Hyportunus, qui est un programme finalement quand même assez limité. Donc tout ça, c'est des pistes de travail, des pistes de réflexion pour essayer de faire évoluer cette question du défi environnemental. Pascal Brunet, vous avez d'autres pistes qui existent aujourd'hui, qui se développent aujourd'hui, notamment à travers le relais Culture Europe Nous, on développe, on ne regarde que ce que les acteurs font, si on soutient ce que font les acteurs, surtout. Je crois que ce qui est intéressant dans la nouvelle programmation qui s'ouvre, dans les champs qui sont lancés entre autres par la présidente, c'est qu'il y a cette idée de effectivement matérialiser la culture, c'est-à-dire d'être conscient des conséquences matérielles de la culture, que ce soit digital ou pas d'ailleurs. Et ça, beaucoup d'artistes le font très bien. C'est peut-être des fois les structures qui le font moins bien, mais les artistes, en soi, ils sont déjà au travail. Il y a quelque chose du coût carbone de tout ça qu'il faut qu'on remette en cause. Quand on a une exposition construite à coût de carbone avec des spectateurs qui viennent à coût de carbone, il y a quelque chose qu'il faut qu'on repense. Ça veut dire certainement réfléchir sur comment sortir de cette... alors j'ai appelé ça nomadologie du système de production artistique aujourd'hui, qui est on enchaîne des résidences pour arriver à produire. Il y a quelque chose qui est devenu un système.
Alors, il ne va pas se ralentir et se changer comme ça. C'est pas le... Et la question on a vu que c'était très important ce matin dans le parcours des artistes de pouvoir avoir accès au fur et à mesure. Et ce n'est pas du tout le propos, mais entre aller travailler de façon longue, ancrée, située dans un endroit et être contraint à enchaîner un collier de résidence pour arriver à finir son travail, c'est pas tout à fait la même chose. Ça passe, je sais pas comment on organise une tournée. On peut avoir, par exemple, dans le régime d'hyperproduction dans lequel on peut avoir dans le spectacle vivant, par exemple, une date à Metz un jour, 3 jours plus tard à Marseille et 4 jours plus tard à Strasbourg. Je sais pas, je pense que tous les gens qui tournent ont ces réalités-là. Donc c'est déjà de sortir de cette nomadologie qui est compliquée, qui n'a pas forcément les mêmes rythmes suivant les mêmes dans les disciplines, mais qui est une réflexion qu'il faut avoir. Je crois que l'autre chose, c'est il y a quelque chose du rapport à, j'allais dire, aux questions même de production qu'il faut poser pour arriver à répondre à la mobilité. Si on est dans une hypermobilité parce que le système d'hyperproduction construit cette hypermobilité, il faut bien qu'on choisisse de ralentir quelque part. Et c'est pas stopper, c'est ralentir quelque part. Et j'aime bien la proposition de la philosophe Isabelle Stengers qui a réfléchi sur une science lente, une science qui prendrait le temps de voir les conséquences de ce qu'elle fait. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui me semble intéressant, de ralentir un certain nombre de choses. Dans le micro, parce que plus personne ne vous entend. Il faut vous parler dans le micro, parce que oui, non, excusez-moi. J'entends, mais parce que je suis juste à côté. Pardon, c'est les masques, c'est bien compliqué. Donc, une science lente. Et je crois qu'il y a quelque chose de la réflexion du ralentissement de ce régime d'hyperproduction dont tout le monde pâtit. Là, il va falloir réouvrir les cinémas. J'espère que les cinémas vont rouvrir. J'espère que tous les cinémas vont réouvrir. Mais on a un embouteillage de production incroyable. On a des théâtres. J'espère que les théâtres vont réouvrir un jour normalement. Mais on a un embouteillage incroyable de production. Il va bien falloir qu'on arrive à sortir de cette logique de nomadologie hyper productive si on veut décarboner, si on veut prendre en compte la qualité du travail, si on veut prendre en compte le salaire, les conditions salariales des artistes, si on veut qu'en Europe des conditions salariales, des conditions sociales s'homogénéisent, il va bien falloir que nous rentrions dans ce type d'expérience. Et je pense que les acteurs de la résidence et les acteurs de la mobilité sont centraux là-dedans. Il ne s'agit pas du tout de dire il ne faut plus bouger, c'est bouger autrement pour faire autrement dans le circuit de production. Marie Le Sourd, vous êtes au cœur, vous, justement, de cette nomadologie telle que vient de la décrire Pascal Brunet, qui évolue par nécessité, mais aussi peut-être pour répondre, ça a été dit assez rapidement, à un certain nombre de problématiques qui se posent aux résidences, à la mobilité, donc des problématiques évidemment financières, de soutien financier aux artistes. Une résidence, c'est pas juste offrir un lit ou un canapé à un artiste qui vient, c'est l'accompagner, pouvoir qu'il puisse vivre, être financé, qu'il puisse même l'être après sa résidence, qui l'oblige, ça a été dit ce matin parfois, à quitter un emploi, quitter un lieu, voilà. Et on sait qu'aujourd'hui il y a des questions sur le statut des artistes, notamment dans les lieux de résidence, la façon dont ils sont payés, est-ce que ça leur ouvre des droits ensuite à pouvoir toucher le chômage, par exemple. Enfin, voilà, c'est des questions importantes. Comment est-ce que ralentir, est-ce que avoir des résidences qui se durent sur le plus long terme, et est-ce que c'est une réponse pour vous qui peut permettre d'aller dans le bon sens? Grande question. Je pense, pour rebondir sur votre question et aussi sur ce qui a été dit avant, je pense que tout le monde est d'accord sur l'hyperproduction, enfin, cette nécessité de décroissance. Après, il y a quand même énormément d'artistes et de professionnels de la culture qui n'ont pas ce choix. La mobilité fait partie aussi d'une nécessité économique. Souvent, quand on est aussi en ce moment dans nos fameuses réunions Zoom avec des personnes venant de différents contextes, c'est ça. Je n'ai pas d'autre choix que d'être en mobilité parce que dans mon pays, je n'ai pas les structures. Finalement, la mobilité a un côté
souvent aussi peut avoir un côté structurant, c'est-à-dire que les opportunités que je n'ai pas dans mon pays, je les retrouve ailleurs, et ensuite finalement je reviens dans mon pays aussi. Je vois, je pense de loin, Manuel, la présidente du Roberto fonds Chimeta, Roberto Chimeta, et une de ses collègues, Fanny Bouquerel, dans une de nos réunions sur les fonds de mobilité la semaine dernière, disait que pour certains artistes, notamment dans la zone sud de la Méditerranée, disait aussi, et je pense qu'on peut aussi en trouver largement dans la zone nord de la Méditerranée et ailleurs dans le monde, pour moi, la mobilité est une manière de rester chez moi. Donc ça veut bien dire aussi, ça prouve bien ce côté structurant de la mobilité. Donc c'est vrai qu'il y a cette nécessité de décroissance, il y a cette nécessité de changement de système. Finalement, jusqu'à maintenant, on n'a plus eu une accélération de tendance qu'on avait déjà vue dans le passé. Donc maintenant, c'est comment changer le système et entre-temps aussi comment répondre aux besoins d'artistes et de professionnels de la culture qui sont dans l'urgence. Et pour rejoindre aussi cette question sur... et c'est pour ça que j'étais peut-être un peu direct, un peu avant sur cette question de qu'on appelle un peu largement la question de la mobilité verte, comment avoir une mobilité plus responsable et plus durable. C'est vrai que finalement, Fanny le disait bien, on se sent un peu mal à l'aise parce que forcément, on va relancer un fonds de mobilité où la mobilité continue d'exister. Et c'est peut-être aussi parce qu'on se focalise trop, ou on limite trop cette question au voyage finalement, à l'impact seulement du voyage. Mais peut-être ce qui est le plus important de voir et de qualifier dans cette mobilité, c'est ce qui est fait à la destination et comment, avec qui, les nouveaux rapports que ça crée avec un territoire, et ensuite quand on revient aussi dans son pays d'origine, qu'est-ce qui est créé ensuite. Donc c'est peut-être ça aussi qui est intéressant de mettre en valeur, parce que sinon c'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi une mise en place de nouveaux systèmes qui pourraient créer d'autres types de bulles d'échange par rapport à des régions qui seraient par exemple mieux connectées au niveau de leur système ferroviaire. Et juste pour finir là-dessus, je voudrais dire qu'il y a, en parlant de l'Europe, alors Pascal a évidemment beaucoup plus d'expertise que moi sur les dispositifs et la politique en général au niveau de l'Union européenne. Mais il y a une récente résolution du Parlement européen sur justement sur greening, enfin le verdissement des programmes européens type Europe créative, Erasmus+, et European Solidarity Corp. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que cette question, certes, d'être impliqué, d'être responsable, de trouver des moyens, mais en même temps d'avoir une action qui soit inclusive et qui permette aussi un espace de liberté d'expression artistique pour des artistes et des professionnels de la culture qui sinon seront de facto exclus de cet échange et de ce dialogue. Voilà. Fanny Roland, on voit que cette question de la temporalité, elle est absolument centrale, c'est-à-dire une résidence ne commence pas forcément, enfin n'est pas délimitée, elle est délimitée dans le temps nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un avant et un après. Et il y a aussi la question du temps passé en résidence. Et donc je vous pose un peu la même question. Est-ce que étendre les résidences, comme le suggérait Pascal Brunet, les repenser, penser leur temporalité, ça permettrait de répondre à un certain nombre de questions qui sont aussi les questions de conditions de ressources ou des conditions de travail des artistes? Oui, je crois qu'on en a un petit peu parlé ce matin aussi. C'est vrai que quelque part la résidence... elle apparaît aussi comme une réponse quand on parle de défi environnemental, parce que justement elle implique un certain temps sur place. Pascal parlait d'ancrage territorial, c'est ça aussi, c'est pouvoir rencontrer les acteurs d'un territoire, rester un certain... Merci pour la transition vers la prochaine table ronde, on y arrive. Oui, voilà, c'est ça, exactement, voilà, sur la question des territoires. Donc la résidence, en ce sens, elle répond aussi à ça. Après... Sur le projet Hyportunus, par exemple, on est sur des mobilités plus courtes, on est sur des mobilités qui vont là entre 7 et 60 jours, donc c'est des mobilités plus courtes, mais qui répondent aussi à d'autres exigences, parce que quand on parle des professionnels de la culture, par exemple, donc, qui gravitent autour des artistes, c'est pas toujours facile de se déplacer non plus sur un temps long. Donc c'est tout l'équilibre qu'il faut réussir à concilier sur cette question de la résidence et de la mobilité.
Mais effectivement, en tout cas, l'engagement des artistes qui partent un certain temps, le temps de la réflexion, le temps de la recherche, le temps de l'expérimentation, c'est tout ce temps-là qu'on encourage en tout cas à l'Institut français à travers nos programmes de résidence. Et c'est une certaine façon aussi de répondre à ce défi environnemental, je pense. Paul de Mella, sur cette question environnementale, comment est-ce qu'elle est prise en charge par Manifesta? Est-ce que voilà, vous avez un certain nombre de processus ou de façons de fonctionner qui vous permettent de prendre en charge cette question de l'environnement, de l'impact écologique de votre manifestation? Oui, bien sûr. Alors que nous avons vu que l'année dernière, il y a déjà un mouvement d'événements de quelque chose en héritage. Ça se demande de plus en plus. Et de laisser quelque chose en héritage de l'événement, c'est une chose. L'autre chose, je pense, c'est aussi l'année dernière, c'était très, très plein pour tout le monde. C'est de mouvements de tourisme à la citoyenneté. Ça, c'est toujours un plan que nous avons travaillé dessus, mais maintenant, c'est le premier plan. C'est ça qui va durer, et c'est ça, peut-être, c'est le plus important. Et peut-être pour ça aussi, les parallèles ici. C'est peut-être quelque chose en héritage qui peut durer au-dessus de Manifesta propre. Je pense que ça, c'est... Alors, pour moi, la question d'environ, c'est lié à la question de social et la question de psychologie. Il faut être dans une conscience de soins. Voilà. Et peut-être dans une ville comme Marseille, il y a 111 communautés différentes, très fragmentées. Nous on a proposé cette simple titre, le train d'union, mais c'est super difficile. De commencer à entendre entre nous de points de vue différents et de faire des liens. Mais sans de possibilité de prendre soin de notre communauté autour, il n'y a aucun espoir pour l'environnement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Il reste 10 minutes avant la prochaine table ronde. Et donc, je vous propose de passer aux questions. S'il y en a dans la salle, levez la main, s'il vous plaît. Non, toujours pas. Moi, je vais reposer une ou deux questions, alors, puisque c'est mon rôle ici. Vous êtes sûr, hein? Bon, vous pourrez revenir sur votre idée et intervenir. Alors, en fait, c'est une question que je vous ai pas posée, mais qui me titille depuis que le début de cette discussion, Pascal Brunet notamment, puisqu'on a parlé des inégalités de statut, des inégalités entre les pays. C'est la question de savoir si, selon vous, il serait opportun d'avoir une forme de statut de l'artiste européen, c'est-à-dire une approche plus transversale, puisqu'on voit qu'il y a des statuts qui sont très très différents, même entre les différents. On l'a vu tout à l'heure, quand on est intermittent du spectacle, c'est pas la même chose que quand on est écrivain, c'est pas la même chose que quand on est un ou une artiste plasticien. Est-ce que, selon vous, il serait souhaitable d'aller vers une forme d'uniformisation, ou en tout cas d'essayer de créer quelque chose de cet ordre, d'un statut européen de l'artiste? Alors, tout d'abord, c'est pas l'Union européenne qui n'a pas décidé de s'occuper de culture, c'est les États membres qui nous lui demandent de ne pas déléguer cette culture. compétence. C'est juste pour mettre la chose dans le bon sens. Sur l'Europe sociale, on avance parce que il y a plusieurs angles à votre question. Il y a le premier qui est, je crois, tout à fait important, qui est la question de la liberté d'expression et du respect des droits fondamentaux d'expression. Ça, je pense que le verrou est assez fort. Il n'est
n'est pas un verrou qui est marqué comme étant liberté d'expression artistique, mais la Charte des droits fondamentaux est un outil, quand il est activé, comme il semble vouloir être activé par le Parlement, est un outil qui peut protéger et qui protège. Ce que vous évoquez, je pense que c'est quelque chose qui concerne le droit social. Alors l'Europe sociale avance, mais vous savez que ça n'existe pas en soi juridiquement. Donc on est très très loin d'un modèle social qu'on pourrait imposer à tout État membre. Donc chaque État membre doit converger vers un minimum de droits sociaux. Et ça, je pense que c'est souhaitable, mais nous en sommes loin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où on parle et on essaie de faire converger ces droits sociaux, mais je pense que ça, c'est effectivement assez loin, et je ne suis pas certain que ça soit souhaitable, puisque peut-être il y a des logiques d'encadrement de ce droit social, parce qu'on pense qu'il est très bon d'être artiste en France, il ne faut juste pas être artiste plasticien, c'est tout. Si vous êtes, c'est ça, quoi. Si vous n'êtes pas plasticien, c'est super la France. Si vous êtes plasticien, vous êtes dans une sacrée panade en ce moment, hein, quand même. Hein. Il faut pas être. Il y a un certain nombre de professions artistiques dans lesquelles il ne faut pas être. Donc il faut vraiment réfléchir à cette question du droit social des artistes de façon urbaine. Alors, ça avance peu parce que les réseaux aussi s'en saisissent peu. Hein. C'est-à-dire que les réseaux de professionnels n'avancent pas sur cette question-là. Il faudrait avancer, je crois, sur l'ensemble du droit social et surtout pas défendre un modèle qui serait le modèle de tel pays très bien. Ben non, je prends celui-ci volontairement un peu de façon provocante juste pour dire voilà, il y a des, comment dire, ce moment des trous dans la raquette, il faut prendre le mot à la mode, il y a des sacrés trous dans la raquette. Bien sûr, Fanny Roland. Oui. On a juste expérimenté, c'est vrai, sur l'année 2019, on a expérimenté ces différences à l'échelle européenne, notamment au niveau de la fiscalité, par exemple, des bourses. Alors, c'est des Hyportunus, on intervient vraiment sur de la mobilité, c'est une aide directe aux artistes professionnels de la culture. C'est des montants relativement bas, qui se situent entre 1 000 et 3 000 euros. Et néanmoins, sur ces montants-là, suivant les pays, en gros, on n'est pas taxé de la même façon. Et donc ça aussi, ça nous a posé tout un tas de questions dans la mise en œuvre du projet. Ça nous a posé tout un tas de questions. Et on revient à cette question des déséquilibres aussi dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que ça crée aussi un certain nombre de déséquilibres chez les artistes. Puis peut-être rajouter juste une chose qui était une initiative du Parlement des écrivains qui, je crois, parce qu'on parlait tout à l'heure de Palerme, une ville que je connais pour d'autres raisons très bien, la question, c'est aussi peut-être d'avoir cette question de l'urgence, parce que là, on parle du contexte européen, et dans un monde où la situation de l'artiste est extrêmement dangereuse, peut être extrêmement dangereuse, ne serait-ce que parce que vous êtes artiste femme, ou parce que vous êtes, parce que vous êtes, même pas par rapport à ce que vous dites des fois. Et ça, je crois aujourd'hui que l'Europe a une responsabilité morale qu'elle tient assez peu, c'est un avis, je sors de ma fonction de directeur, pour dire qu'effectivement, je crois que là, il y a un champ vide sur le statut de l'artiste qui est vraiment de se préoccuper de manière très communautaire, et pas simplement qu'à l'initiative des États membres, parce que certains États membres sont assez exemplaires, je pense qu'en France, on fait la part du boulot, mais je crois qu'au niveau communautaire, il y a un vrai enjeu mondial aujourd'hui d'être un asile, une ville-asile pour beaucoup d'artistes en danger. Oui, puisque vous signalez la question, depuis ce matin, on essaie un peu de montrer comment les résidences, c'est aussi un pas, ou en tout cas ça peut accompagner cette transformation, ce portrait de l'artiste en travailleur, comme avait dit Pierre-Michel Menger, c'est-à-dire de montrer que être artiste, c'est aussi un travail, et qu'un certain nombre de droits sociaux peuvent y être, être revendiqués et à juste titre, que c'est pas juste partir en résidence, c'est bien, mais que ça suppose quand même d'être accompagné, peut-être pour terminer, Marie Le Sceau, c'est aussi sur cette question d'égalité femmes-hommes dont on voit qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour se rendre compte qu'elle est très très présente encore aujourd'hui en Europe sur la question dans la question des résidences. C'est pas pareil, ça a été dit ce matin encore une fois, pour une femme de pouvoir trouver une résidence, y aller, et souvent encore plus si elle vient d'avoir un enfant ou qu'elle est sur le point d'en avoir un. Comment est-ce que vous, est-ce que c'est des sujets que vous accompagnez, ou en tout cas c'est des choses que vous traitez chez On The Move? Merci. Je vais faire juste un mini lien avec... de toute façon, les questions, les commentaires sont liés.
Je vais amener la pointe pratico-pratique. Bon, de toute façon, vous avez compris qu'avec On the Move, il y a un côté très pratico-pratique aussi, sur la question des droits et plutôt les aspects administratifs de la mobilité. Sachant qu'il y a aussi des artistes et des professionnels de la culture dans la salle ou qui nous écoutent. Je voudrais dire aussi qu'au niveau d'On the Move, on a ce qu'on appelle les points d'information de la mobilité. Alors, il n'y en a pas encore dans tous les pays d'Europe, il y en a dans certains pays d'Europe, notamment les pays à forte mobilité artistique, comme en France avec Mobiculture, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne, évidemment, double problématique avec le Brexit. Donc ces points d'information sur la mobilité peuvent être aussi, en fait, c'est des organisations, des personnes qui peuvent aussi vous conseiller sur ces questions administratives et sur vos droits sociaux, sur les questions de fiscalité, comme le disait aussi Fanny, et aussi la question épineuse des visas. Parce que ça, c'est aussi une question qui revient beaucoup plus maintenant et qui est encore plus exacerbée. Sur la question du genre, c'est vrai qu'on essaye dans la mesure du possible aussi avec nos membres, notamment on a des membres donc des organisations qui travaillent sur les questions de mobilité. On a 2 membres qui travaillent en particulier, enfin 3 au final, mais 1 à Taïwan, mais 2 qui travaillent en particulier sur la question des résidences. Il y a le réseau Resartis, qui est le réseau mondial des lieux de résidence. Et il y a aussi Transartis, qui est la plateforme de résidence d'artistes et de professionnels de la culture. Et vous parliez ce matin de chiffres, donc eux en tout cas ils référencent à peu près 1500 résidences dans le monde. Bon, après il y a des résidences payantes, payées, et c'est vrai qu'on voit un véritable effort sur ces plateformes et sur d'autres aussi pour mettre en valeur aussi les spécificités ou les aides pour justement les artistes qui voudraient venir avec leur famille, pour les artistes aussi qui ont des handicaps par exemple. Donc cette question, elle est plus abordée, je dirais, directement dans la mesure du possible, parce que aussi quand ces dispositions aussi existent, parce que comme le disait Fanny, ça a un coût aussi. Si on veut rajouter aussi du temps, par exemple parler de la mobilité verte et qu'il y ait plus de temps de voyage, ça inclut aussi peut-être une bourse de voyage plus importante aussi. Et puis évidemment, si l'artiste vient avec sa famille, ça veut dire aussi des coûts en plus. Mais en tout cas, c'est jamais parfait, c'est pas encore l'idéal, mais ces questions sont plus abordées et ressortent beaucoup dans les conversations. Ces questions sont aussi ressorties la semaine dernière dans le colloque Reflecting Residency, par exemple. Très bien, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la troisième, 16h30 pile, on va pouvoir passer à la troisième et dernière table ronde. Je crois pas qu'il y ait de pause de prévu, donc on va enchaîner.